Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Vivre en Russie. Ce n'est ni un podcast comme vous le voyez, ce n'est ni une vidéo à distance, c'est une vidéo en direct. On est chez moi, on est à Krasnodar et aujourd'hui nous avons notre ami Vassili. Voilà, français, qui est en Russie qui est venu plusieurs fois en Russie. C'est la deuxième fois à Krasnodar et il a une raison particulière. On va parler d'abord de toi, Vassili. Oui. Quelle est ta relation avec la Russie et quelle est après ta relation avec le Kouban? Quelle est ta relation avec Krasnodar? Bonjour à tous. Alors ma relation avec la Russie, elle est particulière parce qu'elle est avant tout spirituelle. Et après spirituelle, elle est aussi au niveau de l'ADN parce que mes ancêtres viennent d'ici, notamment de Krasnodar. Voilà. Krasnodar. Et donc là, la première fois que tu es venu dans le Kouban, c'était il y a 1 an. On s'était déjà rencontrés. D'ailleurs, il y avait peut-être des petits shorts sur le canal à ce moment-là, avant qu'il soit censuré, de notre ami Azamat. Coucou Azamat. Salut Azamat. Et là, tu es revenu une deuxième fois, tu es resté un peu plus longtemps. Ouais. Le Kouban, c'est pas que Krasnodar, bien évidemment, bien que Krasnodar soit la capitale du Kouban et même du sud aujourd'hui de la Russie. Détrônant notre fameuse ville portuaire de Rostov-na-Donou. On a fait un petit tour, pas longtemps, 2 jours, un petit tour express spécialement pour toi, un peu VIP on va dire presque. C'est ça. Sur mesure mais à l'arrache en réalité. C'est comme ça que c'est le plus beau. On est allé à Bredurso, on est allé, vous avez dû voir, hein, on a fait quelques images, à Bredurso, on est allé à Novorossiysk, donc le port au bord de la mer Noire, port de marchandises et militaires aujourd'hui aussi. On est allé, on a fait un peu la côte, on est remonté, on est allé jusqu'à la ville de Garlachi Kluch, qui est une ville thermale, à peu près à une petite heure de Krasnodar quand tout roule bien. Et puis on est allé un peu au hasard. Gelendzhik. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié Gelendzhik, effectivement, oui. Enfin, tu as vu un peu le côté de la plaine, tu as vu les nouvelles autoroutes, tu as vu le bord de mer, tu as vu des petites stations, tu as vu la montagne. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Les petits villages isolés d'ailleurs, parce que souvent les gens... oui, mais ça, ce sont les grandes villes, dans les petits villages isolés, la vie n'est pas pareille. Écoutez, oui, elle n'est pas pareille, mais elle est tout aussi belle en fait, hein, quand même, il faut le savoir. Ensuite, moi, ce que j'en ai pensé, j'ai été très impressionné des infrastructures construites et en construction. Même dans les coins reculés du Caucase, nous avons des grues partout, en fait, partout. Ça construit à des vitesses folles. Et ça, c'est vraiment dans toutes les villes de Russie que j'ai pu faire, c'est des grues partout, des bâtiments en construction. Vraiment, mais on ressent vraiment les sanctions, vraiment. Oui, par des voitures, par particulier. Ah oui. Alors ça, j'aurais peut-être un message pour les Occidentaux. Ça serait bien d'arrêter les sanctions parce que les voitures de sport, des grosses cylindrées, franchement, c'est fatigant au niveau de l'oreille parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça serait bien d'arrêter les sanctions parce que les Russes deviennent trop riches. Et au quotidien, c'est vrai que d'entendre des V8 ou plus, ça fait mal aux oreilles quand même. Alors s'il vous plaît, arrêtez les sanctions, c'est pas marrant, les Russes sont trop riches. Tiens, parce que souvent, beaucoup de gens, ce qui est tout à fait normal, ne connaissent pas la Russie, ou trop peu. La Russie, c'est Moscou, c'est Saint-Pétersbourg, et ça s'arrête plus ou moins là. On va arriver à un élément culturel qui effectivement concerne, que tu as indiqué en tout premier lieu. Mais pour autant, beaucoup de gens effectivement pensent,
a raison qu'une bonne partie de la richesse est concentrée sur Moscou et Saint-Pétersbourg, puisque c'est là où se trouve la plupart des sièges sociaux des entreprises, ce qui est tout à fait normal, c'est la capitale, enfin ce sont les deux capitales, c'est un classique dans tous les pays. Mais ne connaissant pas beaucoup la province, c'est pas en restant 2 jours dans une ville qu'on peut connaître cette ville, donc ne connaissant pas la province, ils pensent que celle-ci est un peu ruche, mais pas trop. Est-ce que tu confirmes ce que j'affirme souvent, qu'en ratio, pas en quantité bien évidemment, mais en ratio, il y a quand même une forte concentration de richesse à Krasnodar à tout le moins. Oui. Toi qui connais Moscou aussi, Moscou et Saint-Pétersbourg. Je vais le confirmer, hein, le parc automobile, c'est le même que dans des banlieues chics, allons-nous dire, de Moscou. Vraiment, c'est les mêmes véhicules. Si je devais citer des marques, je pourrais citer les Urus de chez Lamborghini, donc les gros SUV Lamborghini, les Dodge Charger, il y en a partout. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a énormément de Porsche, et je vous parle pas d'une Porsche Cayman 2001, hein, je vous parle des tout nouveaux modèles, tout équipés. Parce que les Russes aiment bien avoir la grosse voiture, mais le modèle plus, hein, voilà. Moi qui est un peu passionné de mécanique, bon, je reconnais tout ça. Les Allemandes, n'en parlons pas. Alors les Chinoises aussi, mais des Chinoises, ça, les Français peuvent pas trop comprendre, parce qu'on n'a pas ce genre de modèle de voiture hyper sport chinoise en Europe, mais il y en a quand même beaucoup, souvent électriques d'ailleurs. C'est plus 40% du marché des voitures neuves, c'est des chinoises. Ouais. Et pour avoir roulé dedans, notamment dans des taxis ou quoi, ils n'ont rien à envier à nos voitures européennes et encore plus aux voitures américaines. Aussi quelque chose que j'ai remarqué, on aura plus de voitures électriques dans le Kouban qu'à Moscou. À Krasnodar, tout le moins. Voilà, ça c'est les conditions climatiques l'expliquent à mon avis. Moscou, comme il fait plus froid, les voitures électriques c'est un peu moins en vogue. Les batteries, ouais. On s'attendrait plus à voir ça à Moscou, Saint-Pétersbourg. Alors par rapport aux classes sociales, c'est plus les bobos locaux qui veulent avoir ça, mais effectivement, tu en as plus ici. Mais c'est une explication simplement concrète, je dirais même mathématique par rapport à la météo. Ouais. Le Caucase, la Russie, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg pour les touristes. Ça peut être, c'est le lac Baïkal. Vladivostok, c'est un nom, c'est très loin. C'est la Crimée, c'est Sébastopol, c'est Yalta, c'est l'histoire. Mais le mot cosaque aussi, c'est quelque chose qui résonne. Et ici, là, tu es dans le Kouban, tu es quand même dans une des régions, si ce n'est la région principale, parce qu'il y a aussi le cosaque du Don, il y a beaucoup de cosaques partout. Il y en a aussi en Novorossiya. Mais ici, tu es vraiment quand même, et surtout par rapport à tes ancêtres, tu es dans, on pourrait appeler ça la Kozaki. La Kozaki. Voilà. Et toi, on a vu ensemble la maison de tes ancêtres, on est allé voir, qui est devenue une boutique cosaque qui vend des habits cosaques d'ailleurs. C'est resté. C'est d'ailleurs c'est validé comme un monument régional et municipal, donc c'est pas une maison comme une autre. Ce qui prouve que tes ancêtres ont marqué la ville, de par certainement leur fonction avant la Révolution. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que la première fois, tu étais déjà venu, mais tu n'avais pas toutes ces informations. Depuis un an, tu en as eu beaucoup plus. Donc là, aujourd'hui, tu es venu et tu as pu faire la jonction entre ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que tu as vu. C'est ça. En fait, il est très important de savoir que on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et voilà, arrivé à une trentaine bien tassée, on essaie d'apprendre un peu plus sur nous-mêmes, pourquoi nos traits de caractère sont comme ci, sont comme ça, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ci, avec ça. Tout ça, en fait, ça vient tout simplement de notre ADN, et l'ADN se transmet au fur et à mesure des générations. Donc, en venant ici, moi, clairement, j'ai comme un sentiment intérieur de revenir là d'où je suis parti, même si mon arrière-grand-père est parti d'ici il y a plus de 100 ans maintenant. Et j'ai fait énormément de recherches généalogiques suite à mon dernier voyage. Donc ça a été une recherche de longue haleine qui a duré en tout et pour tout plusieurs, je dirais presque 10 ans. Mais c'est vraiment à partir de l'année dernière où j'ai avancé. Donc j'ai retracé tout le passé de ma famille.
Et forcément, le fait de revenir ici, ça fait comprendre énormément de choses. Côtoyer les Russes également, parce que on dit souvent que oui, Moscou c'est européen. Oui, c'est pas faux, mais dans le fonctionnement interne des Russes, on est quand même très différents. Et je dois bien avouer que plus je les connais, plus j'apprends à les connaître, et plus je me rends compte que oui, j'ai des traits de caractère particuliers en France, mais qui passent crème ici. En fait, c'est comme ça, c'est normal. Donc, ça a été vraiment une aventure magnifique. Et oui, retrouver cette maison-là où c'était la maison familiale, notamment de mon arrière-grand-père, de ses frères et sœurs, c'est très émouvant. J'ai pu rentrer justement dans aujourd'hui une boutique, mais ouais, c'est très émouvant. Et moi, je conseillerais aux gens en France de faire des recherches également et de creuser un peu plus sur l'endroit d'où ils viennent finalement, parce que à travers les générations, ça transpire toujours, ça, voilà, des traits de caractère, des choses que l'on aime, que l'on n'aime pas. Bien généralement, c'est des sentiments que nos ancêtres ont eus et c'est gravé dans notre ADN, quoi. Mais je me rends bien. Oui. Ensuite, ouais, tu me parlais de mes projets personnels de vouloir venir vivre en Russie. Alors oui, idéalement, oui, bien sûr, hein, idéalement, j'ai envie de venir vivre en Russie. Maintenant, il faut se préparer pour être sûr que ce soit une réussite. On est connu certains qui ont fait n'importe quoi, qui rentrent la queue entre les pattes actuellement, je citerai pas de nom. Donc pour l'instant j'ai des obligations professionnelles et familiales. Donc dans l'immédiat je ne peux pas venir. Mais je projette sérieusement dans les années qui viennent, oui, à établir un pied-à-terre ici. Parce que je me sens mieux ici, tout simplement. Voilà, j'ai pas besoin de dire pourquoi en France. Je pense que les gens qui suivent ce canal voient très bien la vie qu'on a en France depuis quelques années et voient très bien la vie qu'on va avoir dans quelques années également. Ouais. Donc moi... La ligne directrice est assez claire en France et en Occident. C'est vrai. Sauf pour les personnes qui refusent de le comprendre ou de l'accepter. Et... Mais comme je disais, on ne s'adresse pas à eux ici, on ne veut pas les convaincre. S'ils sont heureux comme ça, bah, qu'ils soient heureux comme ça. Hein. Mais est-ce que tu te sens, je vais faire une question provocatrice, quitter la France alors qu'elle a besoin de toi pour son combat, ne serait-ce pas la trahir, comme diraient certains frustrés qui n'ont que ces mots à la bouche alors qu'on aimerait bien voir leur réalisation concrète, ne serait-ce que dans leur propre vie. Ouais, bon, ça c'est des attaques faciles. On a ce genre de personnes dans tous les domaines, on va pas se mentir, hein, si on parle un petit peu de Covid, si on parle un petit peu de guerre, si c'est les mêmes personnes qui critiquent et qui se permettent de dire ça. Moi, je veux bien qu'on dise que je suis un traître à la France. Par contre, ce que je veux bien aussi dire, c'est que moi j'ai servi la France et le drapeau tricolore, je l'avais sur les épaules, d'accord ? Donc, ceux qui veulent me désigner comme traître, ouais, mais moi j'ai pas fait des cours militaires sur Call of Duty, par contre, je les ai fait pour de vrai. Moi quand je parle de tactique militaire, je sais de quoi je parle, donc voilà, grand bien leur face. Oh, bah, j'entends bien sur ton cas personnel qui plus est, c'est assez, je dirais, rigolo. Mais faisons, parce que là tu as dit ce que pour résumer, qui tu es, tu m'as le petit tour qu'on a fait effectivement dans le Caucase pendant 2 jours où je t'ai montré un peu la plaine, le bord de mer, les vignobles, mais rapidement, le bord de mer, petite station à Guilenjik, on est remonté dans la montagne, on a vu un village dans une vallée isolée où tu n'avais plus envie de repartir, moi non plus, remarque, et remonter, station thermale, et puis revenir à Krasnodar. Qu'est-ce qui t'a... faisons une comparaison déjà en Russie. Beaucoup de gens pensent que tout est concentré sur Moscou. Beaucoup de choses sont concentrées sur Moscou, c'est normal, c'est la capitale. Mais est-ce que tu penses que Krasnodar est en fait une ville qui est en train de courir derrière la modernité russe? Ou alors est-ce que tu crois, question rhétorique, est-ce que tu crois que en fait, est-ce que tu as vu sa réalité? Et est-ce que tu peux l'exposer aux gens qui n'ont voyagé en réalité que qu'à Moscou? En fait... Tu connais les deux, donc... Ouais. Krasnodar, sur l'évolution, allons-nous dire là, actuelle,
Krasnodar n'est pas si différente de ses grandes sœurs moscovites ou de Saint-Pétersbourg. Il y a la modernité s'active également ici. Bon, il y a les dimensions, il n'y a pas le métro, oui c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais pour la ville, au niveau de vie, ce que tu vois. Au niveau de vie, c'est bon, bah, la vie est moins chère. La vie est moins chère. Au niveau magasin, boutique, on retrouve les mêmes choses qu'à Moscou. On retrouve les mêmes choses qu'à Moscou. Pour la vie nocturne. Pour la vie nocturne, il est vrai que quand même. C'est pas sûr que nous allons tous en parler de tous les détails. Hein. Il est quand même vrai que le Kuban, il y a une certaine élégance chez les femmes qui est encore au-delà de ce qu'on peut voir à Moscou, mais de manière générale. Déjà, il fait plus chaud, donc le style vestimentaire varie quand même pas mal par rapport à Moscou. Mais après, il y a quand même une différence. Ce sont nos petits jeunes caucasiens, dirons-nous, avec la musique à fond. Ça, on le voit vraiment quand même ici, c'est très marqué. Donc en gros, ce sont des voitures. La Dapriora. Ah ouais, voilà, c'est. Il n'y a pas une seule partie de la carrosserie qui n'est pas ondulée. Je pense que c'est un style. Et au niveau sono à l'intérieur, il y a plus de valeur sono que de valeur de voiture. Mais genre, peut-être 7-8 fois quand même. Et elles sont à ça du sol. Et c'est vitres ouvertes, musique à fond. Alors ça, c'est. Voilà, le Caucase, c'est ça. Souvent les mêmes profils physiques, les mêmes coupes de cheveux, et les mecs sont tous en train de rigoler. Ils sont contents, ils sont heureux. Mais même nous, du coup, on rigole parce qu'on se dit, mince, c'est le Caucase, quoi. Ça, c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est assez particulier ici. Ouais. Moi, je les appelle nos Portugais. C'est ça. Parce que dans le tuning, en général, en France, jusqu'à présent, enfin, tout du moins, le souvenir dont j'ai de la France, de ma France, c'est celle-ci. C'est les Portugais qui tunaient les véhicules. Oui, évidemment. Donc, mais quel autre... on a parlé tout à l'heure en off, on parlait de tout ce qui était justement aussi de la jeunesse que tu voyais. Ouais. Et il y avait une petite relation, justement, une particularité ici que tu as dans le Kuban, du fait de sa population cosaque. Ouais, alors bon, je vais comparer avec ce que moi je sais de Moscou. Je sais que certaines personnes connaissent Moscou mieux que moi. Mais moi, ce que je remarque, plusieurs choses déjà dans le Kuban, c'est très jeune. C'est très jeune. Des enfants de 0 à, on va dire, 16-17 ans, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a une densité de jeunesse que j'ai pas forcément retrouvée à Moscou. Et on l'a retrouvé, que ce soit à Krasnodar, à Kanenjik, ou même dans le petit village au milieu de nulle part, il y avait des jeunes partout. C'est vraiment impressionnant. Je pense que la démographie du Kuban doit être correcte, vraiment très très correcte. Ensuite, beaucoup d'infrastructures également pour les jeunes. Alors Moscou aussi, mais Krasnodar, il y en a tout autant. Et il y a aussi cette continuité des traductions cosaques, notamment vis-à-vis du sport. Tradition. Voilà, ouais, les traditions. Et donc le sport, on a vu des gymnases de lutte cosaques. On a vraiment eu. Il y a un système éducatif où la tradition cosaque est toujours en fil conducteur, toujours. Ça fait une rigueur et un savoir-vivre aussi, parce que les jeunes sont, voilà, moi pour les avoir perçus, ils sont très corrects, très polis, ils crachent pas par terre. Enfin, il y a vraiment une certaine droiture, un certain cadre. Oui. Éducatif. Les Cosaques dans le Kuban, mais je suppose ceux du Don, ça doit être pareil. Mais en tout cas, je parle de ceux dont je connais, à savoir le Kuban. Donc les Cosaques du Kuban c'est pas simplement des défilés avec des costumes, quoi. Même s'ils étaient là le 9 mai sur la place rouge à Moscou pour le défilé de la victoire, mais c'est dans les villages en particulier, c'est vivant. Tu as vu, plusieurs fois, il y avait des maisons de sport qui étaient affiliées à des associations cosaques. Donc c'est pas les Cosaques, ils sont totalement intégrés à la société parce qu'ils sont dans les villages de la société. Et même d'ailleurs, le vrai pouvoir dans les villages,
c'est plutôt effectivement les Cosaques, les traditions cosaques, les structures cosaques, même plus que officiellement le maire, qui généralement est cosaque également. Donc c'est vraiment, il y a une vraie proposition d'activité, et les jeunes dans les villages ne sont pas laissés à l'abandon pour l'éducation morale, religieuse et sportive. Et en contrepartie, il y a aussi un très grand respect des traditions cosaques ici. Vraiment, c'est très présent. Et voilà, pour la petite anecdote, moi, lorsque je discute un peu avec les Russes, voilà, j'ai un tatouage avec un proverbe cosaque sur l'avant-bras. Et quand ils voient ça, mais ils ne comprennent pas, mais tu n'es pas russe et tout. Donc je leur explique que je suis un cosaque français parce que je fais également partie d'une association cosaque. Donc la vraie association, parce qu'il y a un peu de tout qui traîne en ce moment, mais moi, mon association date de 1924. Et elle s'appelle l'Union des Cosaques. Donc je fais partie de cette association. C'est un groupe de Cosaques qui a dû quitter la Russie en 1922, qui ont atterri en France. Donc voilà, avec des personnalités qui sont connues des Cosaques ici. D'ailleurs, certains ne pensaient pas qu'ils étaient partis en France. Donc là, je leur ai ramené un bout de leur histoire. Et du coup, il y a vraiment cette fascination pour ce que j'appelle la cosaquerie, en règle générale, mais de tous les âges. Que ce soit quelqu'un de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans ou 40 ans, ça les fascine. Et leur dire que je suis un cosaque français, ils sont, voilà, il y a des étincelles dans leurs yeux, ça leur plaît énormément. Quand je leur montre les photos de nos traditions qu'on perpétue depuis la France, que ce soit les liturgies orthodoxes, ou les spectacles, parce qu'on est capable de faire tout, ils sont émerveillés, vraiment, et ils sont touchés. Et c'est là souvent qu'on a un petit merci, voilà, parce que les Russes connaissent quand même pas mal de mots français en général, vu qu'ils adorent la France et la langue française. Pas le gouvernement français, j'ai dit la France. Il y a toujours un merci beaucoup, et là il y a une accolade, et c'est formidable en fait. Vraiment, Ouais. ça arrive même à joindre deux nationalités différentes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Nous parlions de l'expatriation et tu avais un élément à rajouter. Ouais. Oui, je confirmerai les dires de certaines autres personnes. Avant de penser expatriation, pensez à voyage, exploration. C'est important parce que l'ambiance est vraiment très différente. Alors pour moi, elle l'est en positif. Peut-être que pour certaines personnes, elle ne le sera pas. Je penserai notamment, par exemple, aux personnes retraitées en France, parce que ça, il y en a beaucoup. Personne retraitée en France avec une petite retraite, bon, si je pars en Russie, je vais bien vivre. Non, on n'est plus dans la Russie des années 90, c'est terminé. Moi, j'ai constaté une inflation sur cette dernière année parce que les salaires augmentent, et quand on a un petit peu de culture économique, on sait que l'augmentation des salaires fait une inflation, c'est obligatoire. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'hiver, notamment je parlerai plus de Moscou, et les distances. On marche énormément dans toutes les villes russes. Ouais. Ça, c'est pas que Moscou. Krasnodar, on marche beaucoup aussi. Et Moscou, c'est la neige. Faire sa retraite en Russie, à Moscou, avec une petite retraite, sans jamais avoir été habitué à marcher dans la neige, peut-être pas une bonne idée. Donc, voyage. Voilà, on voyage, on vient voir différentes régions si c'est possible. Mais après, une fois que c'est fait, là on parle d'expatriation. Mais il faut venir avant, ça c'est clair. Et se rendre compte de la réalité de la Russie de 2025. Et pas l'idée de la Russie de... Je vais pas citer leur nom, ça serait leur faire une mauvaise pub ou une bonne pub, je sais pas. Mais des médias français, on n'est plus dans les années 90. Il faut dire que aujourd'hui, on va passer, on n'est pas ici pour parler de géopolitique, mais une des dernières interventions de Vladimir Poutine en ce qui concerne l'économie au Forum économique de Saint-Pétersbourg a indiqué que la Russie se dirigeait vers une économie de haut salaire. En ce sens, puisque c'est une économie qui veut se diriger, est-ce qu'elle réussira, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a la volonté politique et de toute façon les obligations qui fait vers une économie technologique. Tout ce qui est robotique, tout ce qui est drone, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est effectivement industrie, ça demande des spécialistes.
Ce pourquoi aujourd'hui, beaucoup de filiales universitaires qui ne servent à rien ont vu leur nombre de places diminuer. Hein, comme en France, ils font tous sociologie et après ils sont tous au chômage. Bah, ici en Russie, c'est plus possible. Maintenant, tu te diriges et on t'oriente vers des carrières technologiques et des carrières spécifiques pour justement avoir ce monde du travail. Donc on n'est plus effectivement dans une société où tu pouvais avoir un niveau de vie 4 fois supérieur quand tu venais avec le même qu'en France, 4 fois supérieur en Russie par rapport à la France. Aujourd'hui, c'est plus la destination. Je pense qu'il y a des destinations en Europe où tu peux avoir un meilleur ratio que la Russie. La Russie aujourd'hui n'est pas un pays d'expatriation pour petits revenus. Bien ou mal, c'est pas la question, c'est juste un fait qu'il faut prendre en compte. Et toi, tu l'as vu, effectivement, même sur un an avec l'augmentation de tous ces éléments. Certains vont dire oui, mais le rouble perd des fois, il est à 90, 92, il va être bientôt à 100, certainement à la fin de l'année. Oui, c'est prévu, mais les prix eux changent aussi. C'est les prix à l'intérieur en rouble qui comptent, c'est pas le rapport avec l'euro. Et pour l'instant, l'euro est bien, effectivement, peut-être par rapport au dollar très cher, mais ça va changer dans je pense, assez rapidement. Donc je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je me permets d'intervenir et de bouffer ton temps de parole dans une interview. Je pense que effectivement, tu as constaté ce que lorsqu'on vit en Russie, ce que les uns, que ce soit notre ami Tomazovich, notre ami Alexandre Le Frussien ou moi-même, disons sur les réseaux, que il faut d'abord venir pour voir. Ouais. Il se peut que la Russie soit une bonne surprise, il se peut que la Russie soit une mauvaise surprise. Ça dépend des profils, des envies, des attentes de tout le monde. C'est ni bien ni mal, je le répète. La Russie n'est pas la solution d'expatriation, mais est une solution d'expatriation, ou alors la solution d'expatriation pour certains profils, pas pour tout le monde. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai grandi quand même dans une région assez campagnarde. Au milieu des prairies, voilà, pêcheur, chasseur aussi dans ma jeunesse. Charlingal, ça, petite maison de la prairie. C'est un peu ça, mais trait de caractère cosaque au passage, hein, que je comprends maintenant, c'est ce besoin d'espace, voilà. J'étais le premier à dire que jamais je n'aurais pu vivre en appartement ou dans une ville, dans une capitale encore moins. Et ben à Moscou, je serais tout à fait capable de vivre en appartement ou même à Krasnodar. Explique pourquoi cette différence entre la vision qu'on a d'une cité, d'un quartier avec des appartements en France et un quartier avec des appartements en Russie. Puisque que ce soit à Moscou ou dans le Kouban, même si on vit plus souvent dans la rue dans le Kouban de par la météo, mais ça n'empêche que la conception des nouvelles constructions sont identiques. Ouais, c'est tellement différent. Déjà, alors on va prendre l'exemple de capitale à capitale, hein, voilà. Moscou. Non, ça c'est cruel. Ouais, pardon pour les Parisiens, je suis désolé. À un moment, faut ouvrir les yeux, les gars. À un moment, ça va. Moscou. Les Parisiens, mais qu'est-ce qui te dit que c'est un Parisien? Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon bah, les gens. Les Parisiens, point haineux. Voilà. Moscou, c'est 11 fois la superficie de Paris en termes de taille, mais c'est aussi 60 à 70% de parcs arborés. Ça, c'est un petit détail, mais ça a son importance. D'ailleurs, quand on arrive à l'aéroport de Vnukovo, il suffit de regarder par le hublot, wow, mais c'est beaucoup vert. C'est-à-dire que, où que vous soyez dans Moscou, vous avez possibilité d'aller dans un parc, vous ressourcer, et c'est des parcs qui sont grands, il n'y a plus un seul bruit. On est coupé de l'enfer du bruit de la capitale. Je dis pas qu'à Paris, il n'y a pas exactement les mêmes choses, mais ici, c'est partout en fait. Il y a des parcs tous les 1,5 km maximum. Vous avez des parcs où vous pouvez vous ressourcer. Les rues, bon, sont légèrement plus grandes. Hein. Quand on voit des routes qui traversent le centre-ville de Moscou, il y a 2 fois 4, 5 voies, le double de nos autoroutes. On n'a pas vraiment cet environnement étriqué qu'on peut avoir dans certaines grandes villes françaises. Et tout ça donne un confort de vie en fait qui fait que oui, je pourrais du coup aujourd'hui en Russie vivre dans une grande ville, notamment Moscou. Et ça, je pensais que c'était irréalisable avant de venir ici. Voilà. Oui, j'avais à un moment sur mon canal Telegram montré rapidement une photo
Ça donnait une photo un peu de vue d'un immeuble en hauteur sur d'autres immeubles, qui étaient des vieilles Panelka, c'est vrai. Et la première action, ouais, c'est sale, c'est vieux, ça ressemble à une cité, j'étouffe. Sauf que je l'ai toujours dit, c'est impossible de ressentir cela tant que vous n'y êtes pas, parce que, bon, déjà, même dans les vieux Panelka, tout autour, c'est vert, il y a toujours de la verdure, etc. Alors, dans le Kuban, tu as vu combien c'est vert partout, tout pousse. La terre est faite pour ça. Mais c'est que dans les nouvelles constructions, vous avez rez-de-chaussée, il y a des magasins, et dans toutes sortes. Et c'est socialement, là, s'il y a vraiment à vivre ensemble, c'est vraiment en Russie. Vous avez effectivement peut-être la retraitée qui vit dans le même cage d'escalier, allons-nous dire, que quelqu'un de classe moyenne, que quelqu'un qui a un C++ et qui passe de son Porsche Cayenne à son gros Land Rover. Et ça, dans le même immeuble. Au pied du même immeuble, où vous avez l'épicerie, où vous avez, moi dans mon quartier, il y a 7 pharmacies, à 200 mètres à la ronde. Voilà, c'est un exemple. Vous avez un super... Enfin bon, tout est le coiffeur. Enfin, je pourrais, si je veux, ne pas sortir de mon quartier. Très important aussi, dans ce style d'habitation, en bas de l'immeuble, il y a toujours une petite cour avec structure pour les enfants, toboggan, cabane, balançoire, c'est ça. Et à côté, souvent de fois, pas systématiquement, mais pas, jamais très loin, une structure pour les adultes, pour le sport, en libre service, entretenu, renouvelé, propre. On a beaucoup parlé, on pourrait parler encore longtemps, Oui. Surtout avec moi. Hein. Tu commences à me connaître, je suis très volubile. Quand on parle de la Russie, je peux être très... Oui, oui. Effectivement. Je pense que tu deviendras plus volubile que moi une fois que tu seras même ici. Qu'est-ce que tu veux dire pour conclure? Peut-être sur toi ou ton expérience, ou peut-être plus particulièrement s'adresser aux gens qui veulent venir en Russie, qui s'intéressent à la Russie, et peut-être qui fantasment, auxquels il faut les recadrer pour éviter effectivement les soucis, pour réussir leur expérience russe, que ce soit dans le tourisme ou que ce soit dans la volonté d'expatriation. Alors déjà, le premier conseil que je donnerais à vous, chers compatriotes français, reconnectez-vous avec la réalité, avec l'histoire et la culture. Voilà. Coupez votre télévision et recherchez vos informations par vous-même et ouvrez les yeux de nouveau. Ouvrez les yeux de nouveau et ensuite voyage. Venir voir, parce que c'est toujours bien de voir les choses par nos propres yeux. Voilà. Moi, ce que je constate sur ce séjour-là, c'est que la Russie évolue à une vitesse folle, la même vitesse à laquelle la France régresse, tout simplement. Là, il y a un croisement des courbes, honnêtement. Il faut venir le voir pour le comprendre. Et si après ça fonctionne bien, et prendre le train avant qu'il parte, parce que je pense que dans les années qui viennent, peut-être dans les 10 ans à venir, ça va être peut-être plus difficile d'accès, parce que nous on sera tellement bas et ici ils seront tellement hauts que ça risque de poser problème. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre de temps et dès maintenant préparer votre voyage. Et le préparer, parce qu'on ne vient pas comme ça, il faut se renseigner, il faut s'entourer des bonnes personnes. Nous avons la chance d'avoir ces bonnes personnes, on a Fabrice, on a aussi Alexandre, Thomas. Il y a beaucoup de gens sur qui on peut compter et qui ont des prestations de services qui sont nécessaires parce qu'ils vivent ici, ils connaissent la Russie, ils savent comment faire, donc on a possibilité d'être aidé. Pareil, le travail gratuit, ça n'existe pas. Ça, je le vois souvent dans les commentaires. Sachez que le travail gratuit n'existe pas.
Mais enfin, ce sont des personnes de confiance et Merci. mais il faut s'entourer des bonnes personnes parce que tout seul, c'est très compliqué. Même pour moi qui commence à être habitué, j'ai régulièrement besoin de ces personnes et ils répondent toujours présents, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà. Merci Thomas Ouais. pour ta démarche quand tu es arrivé à Moscou. Thomas, fidèle depuis le premier jour, à chaque fois, est toujours là pour moi, par exemple. Mais Alexandre aussi va être là pour tout ce qui est conseil, un peu en off et tout. C'est quelqu'un, voilà, qui a le cœur sur la main également. Et Fabrice, c'est mon grand conseiller journalier parce que je crois qu'on se fait des vocaux tous les jours en France. Donc voilà, ce sont des gens, voilà, très vraiment qui ont vraiment le cœur sur la main et qui sont fidèles d'ailleurs au passage. Voilà.